Alors, cette histoire d'épitopes séquentiels et non séquentiels n'est pas vraie pour les épitoptés. Par définition, les épitoptés sont toujours séquentiels. Il y a des exceptions à ça, où la fixation de certains métaux, par exemple, sur un peptide, peut malgré tout le modifier dans sa reconnaissance, dans son interaction avec le TCR. On en parlera notamment dans des phénomènes d'allergie. Mais en principe, ce qui est reconnu par le TCR, ce n'est pas une structure, c'est une séquence d'acides aminés. Et donc, avec cette histoire de protéines dénaturées par un traitement à la chaleur, par exemple, les épitoptés seront par définition toujours préservés et la réponse immunitaire. Alors, les épitoptés sont évidemment reconnus par le TCR, mais comme on l'a vu plus haut, doivent être accrochés à la molécule du complexe majeur d'histocompatibilité pour que cette reconnaissance puisse se produire. Et on désigne donc comme agrétope la partie du peptide qui va interagir avec la molécule du complexe majeur d'histocompatibilité, alors que l'épitope est la partie qui va interagir avec le TCR. Alors, comme on va le voir plus loin, on considère généralement que tous les acides aminés d'un polypeptide constituent l'épitope. C'est ce qui permet la discrimination du peptide par le TCR, ou la simple modification d'un acide aminé, son remplacement par un autre, va aboutir à une perte de reconnaissance par un TCR donné. Donc il y a une reconnaissance très fine des peptides. Par contre, seuls un ou deux acides aminés du peptide vont déterminer son ancrage sur une molécule du complexe majeur d'histocompatibilité. Donc, on l'a vu plusieurs fois, les épitoptés sont des polypeptides. Leur taille est différente si on considère l'interaction avec les molécules du CMH1 et le TCR des lymphocytes CD8, ou les molécules de CMH2 et le TCR des lymphocytes CD4. Dans le premier cas, il s'agit le plus souvent de peptides courts qui font 8 à 9 acides aminés. Dans le second cas, on a des polypeptides qui sont plus longs, de taille plus variable en général, allant de 11 à 25 acides aminés. Alors très souvent, les épitoptés, les épitopes linéaires se trouvent à l'intérieur des protéines et ne sont donc révélés que quand la protéine en question est digérée au sein des cellules présentatrices d'antigènes. C'est ce qui est représenté par ce graphique où on a une sorte d'index de protrusion qui exprime le côté interne ou externe des peptides, et on voit que de très bons épitoptés extraits du lysozyme du blanc d'œuf sont dans des parties relativement internes de la protéine. Ça, on l'a déjà vu. Le BCR reconnaît le plus souvent des épitopes non séquentiels, peut parfois reconnaître des épitopes séquentiels en fonction de la conformation des CDR. Par contre, pour les lymphocytes T, il ne peut s'agir que d'épitopes séquentiels, donc il n'y a pas d'épitope non séquentiel pour les épitopes T. Les épitopes T sont toujours séquentiels. L'agrétope, on l'a vu, c'est la partie du peptide qui va se lier sur la molécule du complexe majeur d'histocompatibilité. Le peptide, ce sont des acides aminés, donc ça veut dire que certains acides aminés du peptide vont contribuer à cet ancrage et porteront le nom d'agrétope. Dit d'une autre façon, certains acides aminés d'un peptide vont à la fois participer à l'épitope et à l'agrétope. La liaison de l'épitope à la molécule du CMH est sélective, mais n'a pas du tout la spécificité fine, ce qui veut dire qu'une même molécule de CMH va être capable de fixer un très grand nombre, des milliers de peptides différents, pour autant que
un ou deux acides aminés soient situés en bonne position, mais pour tout le reste, toutes les variations sont possibles, variations qui, elles, constitueront l'épitope et sa reconnaissance fine par le TCR. Dit d'une autre façon encore, tous les acides aminés du peptide participent à la constitution de l'épitope. Par contre, seule une partie de celle-ci, de ceux-ci, le plus souvent un ou deux acides aminés, contribueront à la liaison à la molécule du CMH et donc à l'agrétope. Un concept important en vaccinologie et en réponse immunitaire aux infections, c'est la notion d'immunodominance. C'est-à-dire que si au sein d'une protéine ou d'autres types de macromolécules, mais encore une fois ici on va se focaliser sur les protéines, on a de nombreux épitopes, eh bien même si ces épitopes sont potentiellement capables de déclencher une activation de clones de lymphocytes T, ou de lymphocytes B par ailleurs, dans les faits, il y en a certains qui vont polariser la réponse et la réponse contre les autres épitopes va être tout à fait marginale, voire inexistante. On appellera donc les épitopes qui vont polariser cette réponse des épitopes immunodominants, alors que les autres seront appelés sous-dominants. Il y a une sorte de compétition entre épitopes au sein d'une protéine donnée qui va faire que seuls certains vont driver la réponse alors que les autres n'aboutiront pas à une réponse immunitaire. Alors ce qui est important et subtil à comprendre, c'est que en termes, je dirais, de protection contre un agent infectieux, c'est parfois des épitopes sous-dominants qu'on voudrait utiliser parce qu'ils vont aboutir à des anticorps ou à une réponse T qui va être dirigée contre des parties cruciales de l'agent infectieux que l'on essaie de neutraliser. Alors que par contre, les épitopes dominants peuvent tout à fait être des épitopes contre lesquels les anticorps n'auront strictement aucun impact sur l'infectivité de l'agent infectieux. Donc c'est parfois un problème en vaccinologie que de renforcer la réponse immunitaire contre des épitopes sous-dominants en quelque sorte en réduisant l'influence des épitopes dominants qui ont tendance à polariser cette réponse. Les mécanismes de l'immunodominance sont complexes et font toujours l'objet de recherches. Des raisons faciles à expliquer et faciles à comprendre, c'est le rôle du CMH. Bien évidemment, par définition, seuls les épitopes, les peptides capables de se lier aux molécules du CMH de l'individu donné, seront capables de provoquer une réponse immunitaire T. Et une certaine compétition va se jouer au niveau de l'ancrage sur ces molécules de CMH. Donc vous avez dans cette expérience tout un ensemble de peptides qui sont nommés de 1 à 14. On va analyser leur capacité à se fixer aux molécules de CMH de l'individu ou de l'animal considéré, et on va également analyser leur capacité à activer les lymphocytes T de l'individu ou de l'animal considéré par une technique qui est expliquée ici à droite. Alors ce qu'on peut voir, c'est qu'il y a des peptides qui sont très efficaces pour aboutir à cette activation, alors que d'autres le sont beaucoup moins. Donc ceux qui sont très efficaces, c'est le 1, le 7 et le 11. Et donc on voit par exemple que ces trois peptides, le 1, le 7, le 11, sont précisément ceux qui sont capables de bien se lier aux molécules du complexe majeur d'histocompatibilité. Manifestement, ça ne suffit pas, puisque vous avez d'autres peptides comme le 2, le 7 et le 10 qui sont également capables de se fixer à ce complexe, mais qui n'ont pas pu provoquer de bonne activation des lymphocytes T. Donc la dominance ne se résume pas à l'ancrage aux molécules du complexe majeur d'histocompatibilité. D'autres phénomènes interviennent certainement, mais dépassent le cadre de ce cours. Retenez cette notion d'immunodominance. Dernier concept pour cette deuxième vidéo du cours numéro 4, la notion d'aptène et de porteur,
concept également très important, notamment pour ce qui est des allergies médicamenteuses. Il faut retourner au tout début du cours numéro 4 où je disais que la définition d'un antigène, c'est quelque chose qui est capable non seulement de se lier à un immunorécepteur, mais aussi de déclencher une réponse à partir de zéro, à partir d'un état de base. Les aptènes ne font pas ça. Les aptènes sont en effet capables de se lier aux immunoglobulines, par exemple, mais par eux-mêmes sont incapables d'induire la réponse. Pour induire cette réponse, l'aptène doit se lier à une protéine qui va porter l'aptène en question et lui permettre d'activer le système. D'ailleurs, le terme aptène veut dire lié en grec, et donc c'est un terme qui reflète intimement cette nécessité d'une liaison à autre chose pour que la réponse puisse être induite. Alors, voici une expérience chez le lapin. On va utiliser une petite molécule organique qui a un poids moléculaire, une structure qui classiquement ne sont pas considérées comme des caractéristiques d'antigène. En l'occurrence, il s'agit de dinitrophénol. Si on injecte du dinitrophénol tout seul à un lapin, on ne trouvera strictement aucun anticorps capable de fixer le dinitrophénol. Si par contre on accroche ce dinitrophénol à une protéine qui est antigénique et immunogénique pour le lapin, en l'occurrence de l'albumine bovine, on va observer des anticorps capables non seulement de fixer l'albumine bovine, ce qui n'est pas étonnant, de fixer des épitopes conformationnels à la jonction du dinitrophénol et de l'albumine bovine, mais on trouvera également des anticorps qui sont dirigés contre le dinitrophénol, même si celui-ci n'est plus conjugué à la protéine porteuse. Et c'est évidemment là qu'est le message clé, c'est-à-dire que dans la phase d'induction de la réponse, il faut que ce dinitrophénol soit porté par la protéine, mais une fois la réponse induite, le dinitrophénol tout seul pourra se lier à des anticorps et notamment favoriser des réponses allergiques en fonction de la classe des anticorps, notamment s'il s'agit d'IgE, etc. On y reviendra. Alors il y a d'autres exemples d'aptènes, par exemple certaines hormones stéroïdiennes qui sont bien évidemment, qui n'ont pas les caractéristiques d'un antigène, mais qui pourront par cette technique de conjugaison aboutir à la formation d'anticorps. C'est la base de certains dosages en biologie clinique par des anticorps qui ont été produits de cette façon-là. Mais peut-être de façon plus importante pour vous, c'est également la base des allergies médicamenteuses. Si vous prenez la pénicilline, par exemple, on pourrait la comparer en poids moléculaire et en structure au dinitrophénol dont on a parlé avec l'expérience du lapin. La pénicilline seule ne va pas générer de réponse immunitaire, mais si elle se lie à des protéines du plasma, ce phénomène aptène porteur va se produire et le patient risquera de développer des anticorps dirigés bien évidemment contre des épitopes conformationnels à la jonction de la protéine du plasma et de la pénicilline, mais également contre la pénicilline seule. Et si on réinjecte secondairement de la pénicilline au patient, il pourra développer... Voilà, je ne sais pas où on a été interrompu par la sonnerie de la porte, mais on considère généralement que les médicaments qui forment des conjugués avec les protéines plasmatiques sont des médicaments qui ont un risque plus grand de générer des phénomènes allergiques par ce mécanisme d'aptène. Fin de la deuxième partie du cours.